Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac et j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Tous les 15 jours, je troque 1 heure de repassage contre 1 heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le magnétique Harry Roselmack. Journaliste passionné par les histoires, l'ancien présentateur du 20h est à la tête du magazine 7 à 8. En parallèle, il chante, il écrit et il réalise. En 2017, il a sorti le film Fracture, qui sort aujourd'hui sur les plateformes VOD. Harry nous attend au 365, un studio photo rue du Faubourg Saint-Denis. Il pose tout de suite sa voix, son sourire, sa bienveillance. Écoutez-les dans Ça reste entre nous. Salut Harry. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment vas-tu ? Je suis ravi. Ça va bien. Va bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que grâce à ma super attachée de presse Emma Soriano, on a organisé une journée d'interview parce que j'ai fait quelque chose il y a quelques années d'un peu atypique dans mon parcours que je porte depuis près de 4 ans maintenant, qui est un gros projet, qui est à la fois un projet professionnel mais très intime, qui est un projet personnel comme peuvent l'être des créations à dimension artistique, même si le film dont il est question est aussi un film qui décrit une réalité de la société telle que je l'ai observée. Donc avant qu'on parle de Fracture, parce que c'est ça le titre du film, moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur toi, parce que derrière Fracture, il y aura aussi, vu que tu l'as dit que c'est un projet intime, il y aura forcément, il y a beaucoup de toi dans ce film et dans ta vision de la société, tout ça. Et tu y as mis beaucoup de toi pour faire que ce film existe. Exactement. Du coup, alors, on fait un énorme retour en arrière et parle-moi de Tours. Tours, c'est la ville où je suis né, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est une ville qui me ressemble un peu à plusieurs égards parce qu'on dit que c'est une ville qui est assez modérée, que c'est une ville qui est raisonnable, voilà le terme. C'est une ville raisonnable, mais c'est en même temps une ville dans laquelle on peut porter des convictions, qui porte des convictions. On a eu un maire, Jean Royer, qui a des convictions qui sont assez éloignées des miennes, mais qui les portait très fortement. Donc c'est à la fois la raison, mais c'est à la fois la conviction, une forme de force dans la direction qu'on prend. Et je crois que ça me correspond assez. Et puis Tours, c'est pour moi plein de souvenirs. C'est une enfance heureuse. C'est une enfance heureuse. C'est j'ai lu que t'avais deux parents fonctionnaires, c'est ça? C'est ce que mon père était fonctionnaire de police, il est maintenant à la retraite, il travaillait à la CRS, et ma mère était employée de la Poste, des PTT à l'époque, puis de la Poste. T'étais fier d'avoir un papa CRS? Ça doit être l'uniforme, le risque et tout ça, c'était quelque chose qui... Alors sa fonction, lui, il était dans les télécommunications, donc il était plus dans les cars, à gérer les télécommunications, qu'avec un uniforme, un casque et un bouclier. Il n'était pas en première ligne, mais j'ai toujours été tellement fier de mon papa et de ma maman que j'aurais pas pu être mal à l'aise par rapport à leur métier moi je l'ai toujours connu en plus CRS, donc j'aurais pas pu avoir de malaise par rapport à ça, et je crois que ça m'a aussi très vite conforté dans l'idée que, alors sans être, moi je suis pas du tout ni militariste, je suis pas pour, moi c'est l'humain qui m'intéresse, vraiment. J'ai été amené à faire un documentaire sur l'armée, on était allé en Afghanistan voir de jeunes soldats, mais ce qui m'intéressait c'était pas les armes, c'était pas le combat, c'était les gens, ce qu'ils avaient dans la tête. Je suis un peu comme toi, ce qui m'intéressait c'était leur vie, c'est leur motivation, et creuser. Mais en même temps, je crois qu'il est nécessaire dans une collectivité, dans un collectif, non seulement d'avoir des règles, mais d'avoir des gens dans ce collectif qui font respecter ces règles. Et donc moi, le principe de la police, je le trouve non seulement utile, mais important.
Après, je sais toutes les dérives qu'il peut y avoir parce qu'on est des êtres humains et qu'on est faillible et que je crois, et mon père et moi, il m'a toujours dit ça. Il m'a dit qu'en tant que policier, il se sentait encore plus de responsabilité que les autres. C'est-à-dire qu'il avait chevillé au corps, même à son niveau à lui, une éthique. Il avait un devoir d'exemple incroyable. Devoir d'exemple incroyable. Et moi, j'aimerais que tous les policiers soient comme mon père, parce que mon père, moi, il m'a donné une super image de la police, parce qu'il m'a donné l'image de mec droit, de mec respectant la règle, respectant les autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important pour tout le monde, mais c'est encore plus important quand on a un insigne, quand on a une arme, quand on a une responsabilité de gérer l'ordre public. T'étais un bon élève? À l'époque de Tours, là. Ouais, j'étais un bon élève. J'étais un bon élève. Alors, j'étais le genre de bon élève qui était jamais au premier rang, qui était en milieu de classe, voire un peu derrière, parfois. Mais ouais, j'étais un bon élève parce que j'aime apprendre. J'aime apprendre. Et j'ai des parents qui m'ont toujours dit, ça fait partie des choses que les parents, alors nous on n'est pas immigrés, mais que les parents noirs, maghrébins, immigrés disent parfois à leurs enfants, travaille même plus que les blancs, parce que pour toi c'est pas pareil. Travaille, tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Donc faut que tu travailles plus que les autres. Mes parents m'ont toujours dit. Il y avait déjà ce sentiment qu'il fallait en faire plus que. Ils nous ont effectivement inculqué ce sentiment-là. Alors moi, ça m'a pas à l'époque. Je prenais ça pour un discours de parents, voilà, qui est un peu sur notre dos et qui. Donc j'en ai pas fait. Enfin, j'en ai pas nourri une forme de différenciation. Alors ce qui est drôle, c'est que alors moi, pour revenir à Tours, moi à l'époque où j'étais à l'école à Tours, il y avait pas beaucoup de noirs. Il y avait pas beaucoup de maghrébins. J'étais souvent le seul noir de ma classe. Et en vrai, je me voyais même pas noir. J'avais pas cette notion d'appartenir à une autre communauté que la communauté scolaire, que la communauté de ma classe. Pour moi, j'étais comme eux. Enfin, j'avais pas vraiment de différence. Donc, malgré ce discours des parents, je peux pas dire que j'ai grandi dans un peut-être parce que t'as eu de la chance et que t'étais dans un cadre où t'as pas ressenti de racisme pendant ta scolarité, quoi. Alors, j'ai ressenti parfois du racisme, et c'est là que vous voyez que la sociologie du quotidien, elle est très forte, parce qu'en quelques occasions, je me rappelle gamin avoir vécu quelques épisodes de racisme, mais de racisme assez primaire, dans le sens où non, on veut pas de vous rentrez pas là, qu'est-ce que vous faites là, à l'école, ça m'est arrivé pas souvent, mais on était aussi, mes parents ont toujours été dans des associations antillaises de folklore. Je me rappelle gamin, on dansait des musiques folkloriques, habillés un peu comme des pingouins. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressentait à l'époque, en tout cas. Et je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on surkiffait de faire, mais on avait quand même conscience de notre culture d'origine, et c'était une force. C'était pas quelque chose qui nous semblait être une faiblesse ou dont on devait avoir honte. Ça a toujours été un plus. C'est-à-dire un truc en plus. On était comme les autres, je l'ai dit, quand j'étais à l'école, moi, je me considérais comme mes copains et copines de classe, mais j'avais ce truc en plus que je prenais, que je mettais un bagage côté, culturel supplémentaire, ce bagage supplémentaire qui était plutôt cool. C'est à cette époque-là que tu commences le judo aussi, ou? Ouais, je commence le judo à l'âge de 7 ans. Et c'est le sport numéro 1 dans ta vie, ou? Ouais, c'est le sport numéro 1 dans ma vie. C'est pour ce qui explique après le docu avec Teddy Riner et tout ça. Ouais, exactement. Teddy que j'ai connu effectivement par le biais du judo. Alors, il est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vrai que on s'était vu assez tôt dans le cadre de manifestations judo. Et ouais, c'est ma communauté aujourd'hui, mes potes d'enfance. C'est les potes du judo. C'est les potes du judo. Que j'ai revu il y a encore pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai 46 ans et j'ai des potes de 37, 38 ans avec lesquels on va toujours bouffer de temps en temps, faire un peu la fête. Tu pratiques encore ou pas? Malheureusement non,
j'aimerais, mais c'est un sport qui a cette contrainte qu'il a des horaires très précis. Un cours de judo, c'est pas comme du fitness ou comme c'est-à-dire qu'il faut être là au début du cours et il vaut mieux être régulier parce qu'on peut se blesser quand même, ça peut être compliqué. Donc non, la dernière fois que j'ai essayé de reprendre, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, j'ai arrêté le judo il y a longtemps. J'ai arrêté le judo il y a au moins 15 ans. Mais j'avais essayé de reprendre il y a peut-être 5-6 ans, mais j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à être régulier dans l'entraînement. Et t'avais une frustration de pas retrouver le niveau du moment où t'avais arrêté, peut-être, non? Ouais, il y a de ça, et puis il y a aussi du fait que voilà, j'avais quand même à l'époque où je faisais de la compétition, cadet, junior, j'avais un petit niveau national, donc j'ai quelques restes, et quand vous faites randonner avec un mec et que vous arrivez à le faire tomber parce que il vous reste un réflexe, une forme de corps, un truc, et que derrière pendant 4 minutes vous souffrez le martyre parce que l'autre il met la machine en route et qu'il vous rentre dedans, ça peut devenir un peu désagréable. Et puis en plus je m'étais blessé à un entraînement, donc j'ai dit Harry, vas-y, passe la main, regarde ça du bord des tatamis et puis kiffe comme ça. Bon, on en arrive au moment où tu commences ta carrière pro, là. Donc, t'as toujours voulu être journaliste. C'était quelque chose chevillé au corps des très jeunes. Ouais, ça arrivait assez tôt. Ça arrivait alors que j'étais fin de collège, début de lycée. Et je l'analyse comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est mon goût pour les mots, parce que j'ai très vite développé un goût pour les mots. On avait la particularité, moi j'ai mes parents, j'ai grandi avec mon frère cadet, et j'ai une sœur aînée qui a un an de plus que moi, mais qui elle, pour des raisons familiales, elle est née à la Martinique, elle était restée à la Martinique, elle est restée à la Martinique les 12 premières années de sa vie, élevée par une tante. Et la relation que j'avais avec ma sœur était une relation épistolaire, c'est-à-dire qu'on s'écrivait, ce qui m'a permis de comprendre très tôt. Des cartes postales, enfin des lettres. Des lettres, ouais. Et donc ça m'a permis de comprendre très tôt l'importance des mots, la force des mots, et puis ça allié à mon intérêt pour les gens, pour ce qui se passait autour de moi, ça a fait du journalisme le métier qui me correspondait le mieux dans l'esprit. Donc assez tôt j'ai voulu être journaliste. Alors critique de film, je sais pas pourquoi. Maintenant ça se révèle assez justifié parce que tu regardais beaucoup de films, t'étais cinéphile. J'étais pas particulièrement cinéphile, mais l'idée de donner ton avis alors c'est même pas tellement ça, mais l'idée de pouvoir voir des films gratos, d'aller dans des manifestations de cinéma, ça m'a toujours plu. OK. Donc tes premières expériences c'est en presse locale, comme tous les journalistes, enfin comme la plupart des journalistes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu couvres tout. Alors je suis pigiste sport et je couvre essentiellement le judo. D'accord. Ouais, donc c'est aussi lié à ton parcours en tant que sportif et ton expertise en tant que sportif. Exactement. J'avais cette expertise-là et je commençais un peu à savoir rédiger. Mais je crois que ma première expérience, en fait, et c'est pour ça que j'adore la radio, j'adore les micros, j'adore ce contact et ce lien avec l'auditeur, c'est que ma toute première expérience, c'était une expérience radio. Mon père animait une émission de radio antillaise sur une radio périphérique de Tours. Et moi, alors que j'étais en première, j'ai commencé à faire les flashs d'infos de cette émission. Donc je prenais les infos qu'on avait via le France Anti, qui était le magazine à l'époque, qui donnait les infos à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Réunion, et je faisais mon petit flash info. Donc à 16-17 ans, t'étais déjà derrière un micro. Enfin, faut dire que t'as une voix assez très radiophonique, pareil. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait le passage et la montée sur Paris à cette époque-là? Ce que je veux dire derrière ça, cette question, tu vas nous raconter le parcours, mais il y a une ambition, il y a quelque chose. Tu te vois réussir de manière très forte, ou tu te dis c'est pas toujours le cas, donc. Il y a une volonté de me réaliser. Il y a pas je monte pas à la capitale comme on disait parfois à l'époque en province pour être en haut de l'affiche, mais j'ai à ce moment-là la certitude, puisque j'ai fait l'UT de journalisme de Tours, donc je suis journaliste déjà, et au moment où j'ai une opportunité, j'ai alors deux sentiments un peu contradictoires, mais qui sont assez révélateurs de ma personnalité. C'est que d'un côté, je suis quelqu'un qui, de moins en moins, mais qui a du mal à décevoir. J'aime pas décevoir les gens.
Et j'ai une relation avec mes parents qui est construite un peu comme ça. Mais en même temps, je suis farouchement indépendant. Mais farouchement indépendant. Il y a un moment où je dois partir parce que j'ai une opportunité dans une radio qui s'appelle Média Tropical, qui est une radio antillaise, qui est à Paris. Moi, en attendant de décrocher un taf, je travaille à la Poste, puisque ma mère a travaillé à la Poste. Je bosse à la Poste, et je fais des études d'histoire. Mais là, j'ai cette opportunité. Et ma mère, elle est pas hyper à l'aise avec ça, voir partir à Paris tout seul. Bon, j'étais pas encore. Oui, j'étais majeur déjà, mais j'étais un jeune majeur. Mais l'indépendance prend le dessus. J'ai une opportunité de faire ce métier. Je veux pas m'enferrer dans des études d'histoire, rester à Tours pour ensuite changer sans doute de vocation, de vie, etc. Donc, je décide de partir. À Paris, je me trouve une chambre dans un appart en colocation. C'était assez marrant parce que c'était un type assez malin qui avait une maison à Alfortville et qui avait séparé sa maison en 3. Donc je vivais dans une chambre. La chambre d'à côté, il y avait un couple de Camerounais. Et dans l'autre chambre, il y avait 2 sœurs allemandes. Donc c'était une espèce d'auberge Alfortvillaise. Et donc j'ai vécu 2 ans dans cet appartement et c'est là que j'ai commencé à bosser dans... Et après, il y a le passage dans la grande maison Radio France. Donc pareil, toujours avec la voix et tout ça. Et puis France Europe Express, c'est ça qui te fait basculer sur le média image, c'est ça? C'est ça, c'est l'une de mes premières expériences télé, effectivement. C'est la participation à France Europe Express en tant que journaliste de France Info. Il y avait les auditeurs, on les invitait à poser des questions aux invités de l'émission. Et donc moi alors il y a Christine O'Krent évidemment qui présentait cette émission et moi j'intervenais en ou pas du tout, ça se fait. Est-ce qu'il y a une relation avec elle qui fait que tu est-ce qu'elle se dit tiens lui il est bon, je vais le mettre dans mon émission ou pas du tout, je sais pas quel rôle elle a dans le choix qui est fait par France Info. En tout cas, c'est à France Info qu'on décide que ce sera moi qui vais faire ce rôle de représentation des auditeurs de. C'est une émission. C'était une émission particulière, mais moi, pour le coup, je dis ce que je pense. C'est pas l'objectif normalement, qui m'a marqué moi, parce que c'était une émission assez pertinente et en lien vraiment avec l'évolution de notre monde et le sujet européen qui rentre dans le sujet politique français. Christine O'Krent, c'est quelqu'un dont du coup tu t'es inspiré, qui a été un modèle ou pas du tout? Comment se passait cette relation-là? Et comment t'as vécu ce passage-là? C'est l'un de mes modèles, Christine O'Krent, parce que c'est une journaliste qui a ouvert des portes aussi. C'est l'une des premières femmes à avoir présenté un JT, et c'est une journaliste respectueuse des convictions des autres, mais qui sait défendre les siennes aussi, et qui a toujours fait la part des choses, entre sa vie, parce qu'on sait qu'elle a été mariée par exemple à un ministre, ce qui ne l'a jamais empêché d'être crédible dans sa fonction de journaliste. Donc oui, c'est quelqu'un d'exemplaire et que j'ai toujours considéré de cette façon-là. Après cette émission, ça s'est passé tellement vite, j'ai dû faire 2 ou 3 numéros. C'était alors quand je dis que c'était ma première expérience télé, je mens un tout petit peu parce que j'ai via un copain de France Info, j'avais fait des piges à la chaîne Météo. Exact. Voilà, j'ai entendu parler de ça. Exactement. Et alors, mais qu'est-ce que tu faisais à la chaîne Météo? Tu faisais des bulletins météo? Alors pas exactement. Nous on était les présentateurs et on était avec les prévisionnistes météo qui eux faisaient les bulletins. Nous on enrobait un petit peu ça. Tu faisais des lancements. Je faisais des lancements et c'est à cette époque d'ailleurs que je rencontre Louis Baudin. Ok. Que je recroise ensuite à TF1, comme quoi voilà, la vie est marrante. Donc quelques piges à la chaîne Météo, t'avais déjà habitué un peu au rapport à l'image. Donc m'avais habitué un peu à tout ça. Bon là, il y avait des invités. Ça peut être. Est-ce que déjà tu te rends compte que ça peut changer ta vie? Bah bizarrement non. Bizarrement non, parce que je me projette pas. Je me suis jamais projeté dans le média télé avant de rencontrer Bernard Zecri, qui était le patron des rédactions de Canal+ et d'ITélé à l'époque. Je me projette pas dans la télé. Je suis fan de radio, j'adore la radio, je suis à France Info, j'aime ce que je fais, voilà. Donc je me dis, je vais continuer à faire de la radio. Je me dis pas, je vais passer à la télé à ce moment-là. Et donc cette rencontre avec Bernard Zecri. Bernard Zecri, qui est une rencontre particulière dans ma vie professionnelle parce que c'est une rencontre
autant humaine que professionnelle en fait. Et pour moi, l'humain, je l'ai déjà dit et je le redirai sans doute d'ici la fin de notre discussion, c'est quelque chose d'hyper important. Et alors c'est l'une des premières fois, j'ai eu ce type de rencontre à Radio France avec une dame qui s'appelle Nanou Casas. C'est elle qui gérait le planning des CDD, on appelait ça comme ça, parce qu'avant d'arriver à France Info, pendant un an, j'ai tourné dans plein de locales de France Bleu, partout en France, et c'est elle qui gérait ces jeunes journalistes-là, un peu comme une maman, donc il y avait déjà ce lien. Et la deuxième fois que je ressens ça, une rencontre professionnelle, mais pleine d'empathie, avec plein de points de connexion, c'est avec Bernard, qui on se rencontre à un dîner d'un collectif pour l'égalité dans la diversité, et il me repère et on échange et il me dit très vite j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe à iTélé. On a le journal de 18h qui est un petit peu qui était en tout cas à l'époque le petit 20h des chaînes info, et j'aimerais bien t'avoir pour ce journal-là. Donc moi j'accepte pour le bonhomme, pour l'exercice évidemment, parce que là c'était un journal d'une demi-heure avec des invités et j'avais vraiment la main là-dessus. Et puis et pour le pas symbole tellement un peu pour la télé. Bah non, je crois pas. Je me rends pas compte en fait, je pense. Ok. Tu restes combien de temps chez les télés? Ça dure un an. Ouais, c'est ça, un an. Très court parce que je suis alors j'avais déjà rencontré Patrick Poivre d'Arvor et Robert Namias à un dîner d'un collectif qui s'appelle Averroès, dans lequel je militais, puisque c'est le terme. En tout cas, on rencontrait des patrons de chaîne pour leur parler de diversité et pour les sensibiliser à ces questions de diversité. Et donc PPDA que je rencontre à ce moment-là. Alors lui, pour le coup, PPDA, c'était un fan de France Info. Enfin, il écoutait vachement France Info. Donc lui, il connaissait ma voix, mais il connaissait pas mon visage. Et donc le moment où on se rencontre, on a cet échange un peu surréaliste où il me dit j'aime beaucoup ce que vous faites, je vous entends régulièrement, et moi je suis là en face du monument du journalisme de l'époque, en train de lui dire merci. C'est gentil, etc. Moi aussi, je vous regarde de temps en temps. Ouais, bah forcément, je le regardais et quelque part, c'est forcément une référence. Même si moi, j'ai pas une référence. Moi, j'ai pris plein de choses et notamment de gens de radio que j'écoutais beaucoup. Et donc, c'est lui qui, après mon passage à Canal, tout de suite parle de moi à Patrick Lelay, qui était le patron de TF1 de l'époque. Et ouais, donc il a vraiment un rôle très important dans ton arrivée chez TF1. Ah oui, oui. C'est lui qui parle de moi à Lelay. C'est lui qui m'appelle pour me dire Patrick Lelay va t'appeler pour te faire une proposition. Et c'est lui qui téléguide tout, quoi. Il fait les liens, les connexions. C'est lui qui est à la manœuvre. Alors raconte-moi la veille de ton premier JT sur TF1 ou les 5 minutes avant. Est-ce que c'est les 5 minutes avant qui sont plus intéressantes en vérité. Voilà. Est-ce que tu réalises justement, alors au-delà du côté show-off et paillettes, c'est je rentre dans. Déjà, il y avait un côté symbolique, parce que première chaîne de France et d'Europe avec la grande messe et un présentateur de couleur, donc côté symbolique. Noir. Noir. Ouais. Et surtout, l'autre point, c'est je vais pas dire je serai plus tranquille dans ma vie, mais voilà, c'est une surexposition qui fait que tu bascules dans les gens qui ont de la notoriété, avec tout ce que ça a de positif et de négatif. Je suis guidé à ce moment-là par l'expérience professionnelle. Je suis guidé par le fait que je suis un journaliste, présentateur. J'ai fait du reportage, mais je suis plutôt présentateur, notamment en radio, et puis en plus Canal iTélé, ça assoit mon statut de présentateur. Et quand vous êtes présentateur sur ces chaînes-là, vous êtes aussi rédacteur en chef, ce que j'ai toujours été à iTélé, à TF1, bien sûr. Voilà. Et qu'on vous propose de faire dans votre domaine le truc le plus élevé que vous puissiez faire dans la hiérarchie telle qu'elle est établie et dans l'impact que ça peut avoir. Mais je vois pas. Ouais, je mets pas en avant le côté militant, machin. Et je me dis pas je vais être célèbre. Ça c'est secondaire. Je me dis ton stress il est professionnel uniquement. Voilà. Je me dis juste mec, va falloir que tu sois bon. Parce que c'est chaud. Voilà, c'est TF1, etc. Après, j'ai évidemment conscience de l'impact que ça veut avoir. Je suis le premier noir à le faire.
je vais être vu par des millions de personnes, donc ça peut effectivement faire basculer ma vie. Mais vous savez, quand on a parlé tout à l'heure de Média Tropical, de cette première radio dans laquelle j'ai commencé, quand j'étais journaliste à Média Tropical, j'étais une star dans ma communauté. C'est-à-dire que quand je parlais aux Antillais le matin à la radio et que le soir j'allais dans une manifestation X ou Y machin, il y avait déjà une forme rapport à la notoriété qui existait déjà. Donc c'était pas quelque chose pour moi de très nouveau et je me rends pas compte vraiment de ce que ça va changer à cet égard-là. Bon, ça va élargir le cercle en fait, mais les manifestations sont à peu près les mêmes. Donc je sais que je peux le gérer, ça me fait pas peur, je suis pas inquiet. Et je suis pas inquiet pour grand chose en fait. Non mais c'est relativement sain, c'est juste du stress professionnellement quoi. Ouais, il y a un côté même ça, ils sont tellement autour de moi, c'est la première boîte dans laquelle je rentre où on est aussi bienveillant avec moi. Où on met bien. On met bien, on m'accompagne. On veut que tout se passe bien. TF1, ça peut pas, on va pas mettre un stress supplémentaire, on va tout faire pour accompagner le nouveau visage de la chaîne. Donc honnêtement, tu me parles de la veille, tout se passe bien. La nuit précédente, je dors comme un bébé. Toute la journée se passe bien. Le moment où je prends quand même le choc de ce qui va m'arriver dans la figure, c'est le moment où je suis assis dans le siège et où le bulletin d'Evelyne Delia se termine, bulletin météo, où elle dit « Dans un instant, le journal de 20h présenté par Harry Roselmack ». Et à ce moment-là, je me rends compte que c'est moi et que je vais passer après Evelyne Delia sur TF1 et là je prends un petit shoot d'adrénaline. Mais voilà, mais tout se passe bien. Quel est ton meilleur et ton pire moment à la tête des JT de TF1 ? Si tu dois garder 2 moments. Alors, le pire moment pour l'anecdote, c'est un jour où je suis en retard, où je fais une grosse erreur, c'est-à-dire que je pars de la salle de fabrication, c'est ce qu'on appelle la salle de fab, où on finit de taper les textes et où la personne qui est au prompteur fait les derniers correctifs et imprime les feuilles. Donc comme je suis à la bourre, je pars de cette salle sans prendre les feuilles parce que tout n'est pas imprimé. J'aurais dû prendre les premières feuilles. Je le fais pas. Je vais m'asseoir direct et je me dis, elle va m'amener les feuilles, elle va me mettre mon prompteur. Bon, on est dans le speed, mais tout va bien. Sauf que le prompteur ne marche pas, j'ai pas mes feuilles et que ça commence. Ouais. Donc le générique commence et là je me dis mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Donc bon, je prends sur moi, je me dis je viens d'écrire ces titres, je vais les redire comme ça un peu de manière spontanée. De manière un peu spontanée, c'est couvert par des images, ça va le faire et tout. Et au moment où je dis bonsoir, bienvenue dans le journal de 20h, et au moment où j'allais commencer cet exercice d'équilibriste, le prompteur s'allume et voilà. Donc mais c'est quand même un stress. T'as ressenti du stress, mais finalement c'est pas terrible comme moment. Ça s'est bien terminé. Voilà. Après un vrai moment pas très agréable, c'est le moment des interviews qui était pour moi très frustrant dans le JT parce qu'une interview dans le JT ça dure pas longtemps, c'est court. C'est l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et en fait, c'est des interviews dans lesquelles tu peux pas te montrer trop agressif, c'est pas la règle. On n'est pas là pour rentrer dans l'invité, c'est pas une émission c'est pas une émission d'interview, donc on peut pas être trop musclé, d'autant que c'est court. Et 2, la personne qui vient, elle vient parce qu'elle a une annonce à faire. Et je me rappelle d'une interview que j'avais faite de Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre des Finances, de l'économie et des Finances, dont j'étais particulièrement mécontent parce que elle avait, de façon très habile, parce qu'ils savent faire, pas répondu aux questions auxquelles je voulais des réponses et où elle avait déroulé un peu son truc, donc j'avais pas été bon, j'étais un peu énervé. Donc voilà, il y a des moments comme ça qui étaient pas très agréables. Après, il y a évidemment plein de moments super, de beaux moments de partage, de direct. Je me rappelle qu'on avait fait une émission sur 2009-69, c'était le 40e anniversaire du premier pas sur la Lune. On avait Buzz Aldrin en duplex, on avait plein de sujets sur ce fait historique dont on fête aujourd'hui, ça fait 10 ans, 2019, pile. Et je me rappelle aussi d'un journal où j'avais comme invité comment son nom peut m'échapper, Denzel Washington. J'avais comme invité Denzel Washington et c'était vraiment un grand moment parce que moi je suis pas du genre à mettre les gens sur un piédestal mais ce type a un charisme vraiment fou, vraiment fou.
Et ce qui s'est passé de plus marrant, c'est que après le journal, j'avais invité 2 potes qui étaient absolument fans et qui voulaient venir faire des photos. Donc après le journal, on fait des photos. Et un de mes potes lui demande s'il veut joindre à nous pour le dîner, parce que j'aurais moi pas eu peut-être le courage de faire ou le réflexe de faire. Mais toujours est-il que 10 minutes après, j'ai la Fox qui m'appelle et qui nous dit où vous allez. Denzel va vous rejoindre. On a passé toute la soirée avec lui, c'était vraiment super. Oh, génial. Alors pourquoi aujourd'hui, tu t'es tourné vers du journalisme. Alors j'appelle ça plus froid, c'est-à-dire où on prend plus le temps, le magazine, le reportage. Pourquoi tu fais ce pivot-là à un moment de ta carrière? Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Parce que mine de rien, même si c'est très passionnant, la grande messe, ça reste encore le 20h, quoi. Donc, c'est vrai. Pourquoi tu fais ce pivot-là? Je fais ce pivot-là parce que le rythme, l'effervescence, la pression, c'est des choses qui stimulent, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Encore une fois, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et pour rentrer dans l'humain, il faut prendre du temps. Il y a une formule qui m'est venue un jour et que je trouve assez juste. Ça m'arrive de trouver juste des trucs que je pense. C'est que on s'intéresse beaucoup au paysage des gens, c'est-à-dire à leur superficie, mais pas assez à leur monde intérieur. Et pour passer du paysage au monde intérieur, il faut prendre le temps. Donc il faut s'arrêter sur des vies, il faut échanger avec les gens, il faut comprendre le contexte, il faut voir, et il faut prendre le temps de tout ça. Et pour moi, c'est l'essentiel. Donc moi, assez naturellement, de passer par le magazine et ensuite des formats documentaires avec les immersions, ça a été pour moi une concrétisation de ma vocation de journaliste. Et je dis toujours que pour moi, l'exercice journalistique qui me correspond le mieux dans tout ce que j'ai fait, c'est pas le JT, ce sont les immersions. Parce que là, on était vraiment là-dedans. Ok. Donc Harry Roselmack est heureux de son statut actuel et de ce qu'il fait aujourd'hui. Ah mais tout à fait. Je l'ai décidé, je l'ai choisi. J'ai décidé d'arrêter le JT. Un jour, je suis allé voir ma directrice de l'info, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Catherine Nel, qui est plus dans la maison aujourd'hui, mais avec qui j'avais une très belle relation. C'est elle qui a été ma première rédactrice en chef aux 20h de TF1. Et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter le JT, j'ai plus assez de temps pour le reste, et le reste est important pour moi. Donc elle l'a compris, elle a été surprise, mais elle l'a compris. Et ce que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi, donc ouais, je suis heureux. Et un jour, tu retourneras peut-être ou tu penses pas? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, il y a beaucoup de gens qui regrettent que je ne sois plus au JT pour plein de raisons différentes. Je veux pas dire jamais parce que faut pas dire jamais. Mais jamais. J'y pense pas actuellement. Mais j'y pense pas actuellement. C'est pas un sujet. En tout cas, c'est pas une priorité. J'ai d'autres choses à creuser. J'ai d'autres choses à aller chercher. Quand je m'interroge au fond de moi, je sais que c'est pas en faisant ça que je m'épanouirai le plus, parce que ça, je l'ai fait. Je pense l'avoir réussi. J'aime bien le faire, mais je crois que j'ai d'autres choses à faire qui me semblent plus importantes. Alors, parmi les autres choses, il y a Fracture. On en parlait au début de ce podcast. Raconte-moi l'origine de ce film. Comment te vient l'idée? Bon, il y a une notion d'hommage dans ce film, mais comment te vient l'idée et comment cette histoire se construit? Tout ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle les années précédentes, ces fameuses immersions qui sont encore une fois une étape très importante, dans lesquelles ces documentaires dans lesquels j'allais à la rencontre de, on va dire communautés de personnes qui étaient liées soit par leur parcours, enfin toutes par leur parcours de vie, mais soit par leur religion. On a fait donc une immersion sur le fondamentalisme musulman à Marseille. On a fait une immersion sur la cité, sur la vie dans les quartiers de banlieue. On a fait une émission sur la prostitution. J'en ai fait 12 comme ça, sur les paysans bretons, les producteurs de lait en Bretagne, sur les prisonniers. On est donc allé en Afghanistan à la rencontre de soldats français et de jeunes qui se retrouvaient aussi loin de leur pays à défendre des valeurs. Et donc tout ça, ça laisse pas insensible. Ça laisse plein de trucs.
dans ma tête. Ce qui se passe aussi dans l'actu en France, les attentats évidemment, toutes ces manifestations de désordre social, tout ça, ça m'interroge. Donc il y a cette matière-là, il y a une rencontre avec Gaël Bonel-Sanchez qui deviendra mon coproducteur et qui me dit un jour: viens, on fait une fiction, j'ai envie de faire un pilote de série pour Canal. À l'époque, il voulait faire un pilote de série. Et ça rentre dans ma tête et ça déclenche ce qui est le vrai début de cette aventure, c'est l'écriture. Donc je me dis, bon, ok, il veut faire une série, pourquoi pas, mais bon, je vais commencer à écrire. Et assez vite, le scénario de Fracture, voilà, se crée avec toute cette matière de façon un peu très éruptive. C'est-à-dire que j'ai pas de discipline d'écriture, voilà. Bam bam, les dialogues, le machin, parce que j'ai envie de confronter moi toutes ces communautés que j'ai dans lesquelles je me suis immergé les unes après les autres. J'ai envie de les confronter les unes aux autres et j'ai envie d'écrire une fable où ces différentes France, ces différents visages de la France se retrouvent au même endroit, au même moment, et sont obligés de parler, de communiquer, de se confronter. Ils sont isolés, hein. Ils sont, sans spoiler, il y a vraiment une unité de lieu qui fait que tout le monde doit se retrouver et se confronter. C'est un projet compliqué à monter? Ouais, très compliqué, parce que le sujet est compliqué, parce que je suis novice en la matière, que j'ai pas de légitimité à faire ça en vérité. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de mes interlocuteurs du début, quand je vais voir les chaînes, quand je vais voir les gros producteurs, quand je vais voir les distributeurs, il y a tous ces éléments-là qui ça suffit pas d'être Harry Roselmack. Non, ça suffit pas. Il faut que je sois dans ma tête convaincu, dans ma tête vraiment habité par cette idée qui vient pas de moi au départ, qui vient de mon pote, mais que... Ouais, mais le scénar, c'est toi qui le livre. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que rien ne pouvait m'empêcher de faire ce film. Ok. Combien de temps de tournage vous tournez c'est en 2017 que vous tournez? Il est sorti en 2017. Il est sorti en 2017 e-cinéma. En e-cinéma. On l'a tourné en 2016 et on l'a tourné sur 21 jours. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, il sort sur les plateformes VOD, c'est ça? C'est ça. Il est sur les plateformes VOD depuis quelques semaines et il est sorti en DVD début mai. Ok. Le 7 mai. Qu'est-ce qui te rend le plus fier autour de cette aventure? Et est-ce que ça t'a donné d'autres idées, d'autres projets à venir? Il y a tellement de choses qui me rendent fier. C'est rare que je sois fier d'un truc que je fais. Mais là, je suis fier. Je suis fier parce qu'on est allé au bout. Et que on parlait tout à l'heure, je vais pas dire, mais on parlait tout à l'heure et ça m'a un peu interpellé de l'esprit de tes podcasts, et tu me disais voilà, des expériences, des gens qui vivent des choses, et des gens qui sont parfois dépassés par des choses. Et là, je crois que je suis assez étonné de pas avoir été dépassé par tout ça en fait, parce que c'est hyper lourd, c'est un projet qui est un projet énorme, et j'avais pas la carte académiquement parlant pour mener ce projet. J'ai pas fait d'études de cinéma, on est un pays qui est très académique. Moi, j'avais pas le côté académique, mais j'avais ce qui me semble essentiel. J'avais la vision, j'avais la foi, et j'avais la capacité à partager cette vision avec des gens qui ont suivi. Et donc, c'est avec ça qu'on est allé au bout de ce projet. Et si j'en suis fier, c'est déjà d'être allé au bout, d'avoir fait un film qui ressemble à ce que j'avais en tête au départ, d'avoir fait un film qui dit des choses et qui a vraiment rassemblé l'équipe autour de ce qu'il dit en fait. Parce que c'est vrai que c'est un film un peu bavard, c'est un film qui parle beaucoup, c'est un film qui dit des choses, et c'est autour de ça qu'on s'est tous rassemblés, et on est arrivé au bout de ce projet, et on l'a défendu, et il a été en festival avec bonheur. Et aujourd'hui, bon voilà, même si commercialement c'est pas le projet du siècle. Ouais, mais c'était pas ton objectif non plus. C'était pas l'objectif. Vu les sujets abordés, vu le parti pris d'une seule unité de lieu, de cette très longue et magnifique discussion entre les deux personnages principaux, tu cherchais pas à faire Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Donc c'est vrai. C'était pas. Mais quand vous faites un film, c'est pour qu'il soit vu par le maximum de monde. Okay. Donc ça reste quand même en soi un objectif. Je suis d'accord. Mais et par contre, est-ce que tu as mesuré un engagement, c'est-à-dire même s'il y a peu de gens qui l'ont vu, j'imagine que les gens qui l'ont vu
vu la nature des sujets abordés, tu as pu mesurer un engagement et la création de discussions autour de ces sujets. Exactement. C'était l'un des objectifs et celui-ci il est atteint. Et ça fait partie de la fierté effectivement, c'est d'avoir créé avec l'équipe un outil de discussion, parce que pour moi le débat et la discussion c'est le début de la solution. Et donc d'être l'un des outils de cette discussion sur la société française, où on en est, qui on est, quelles valeurs nous unissent, où on va ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait. Ces questions-là, je pense qu'il est important de se les poser. Je suis content que ce film soit l'occasion de stimuler ce genre de débat. Et justement, depuis 2017, sur cette question-là de qui on est, de religion, de radicalité, est-ce que t'as l'impression qu'il y a des choses qui sont en mouvement, ou la photographie que t'as pu faire lors de ce scénario, c'est exactement la même, et c'est une société difficile où il y a beaucoup d'affrontements. Malheureusement, oui. Malheureusement, je pense que la situation n'a pas tellement évolué dans le bon sens. Et on en a eu l'illustration sur des fractures, alors qui sont pas identitaires comme celle dont je traite dans le film, mais qui est une fracture sociale qui se surajoute à cette fracture identitaire avec ce mouvement des Gilets jaunes qui a montré qu'on était une société pas harmonieuse en fait. On n'est pas une société harmonieuse, on est une société on vit dans l'affrontement. Je parlais tout à l'heure, on parlait des modèles, et même si ça peut faire rire, et même sourire, pas rire, sourire, et même si c'est une société qu'on prend très peu en référence, mais je suis allé en vacances à l'île Maurice, j'ai halluciné. À l'île Maurice, il y a des différences culturelles, religieuses, hyper importantes, il y a des différences sociales hyper importantes, il y a des gens très pauvres et des gens riches, et pourtant, on n'est pas dans de l'affrontement comme ça permanent. Donc je crois qu'on a des choses à aller chercher ailleurs, regarder des modèles. Et tu crois pas ailleurs, que c'est lié un peu à l'histoire de la France, qui a toujours été, ouais. Ah mais bien sûr. Il y a pas, c'est pas forcément, alors c'est pas forcément lié à notre histoire récente et ces 15 ou 20 dernières années, je veux dire. Ah mais c'est en cela qu'on peut être optimiste. C'est que c'est lié à un état d'esprit. Or, un état d'esprit, le problème d'un état d'esprit, c'est que ça peut évoluer. Ouais. Donc oui, je crois que c'est lié à un état d'esprit. Je crois que c'est lié aussi à une conception même de la République et de son identité. On a une conception de l'identité nationale en France qui est une conception qui est fermée, qui n'est pas ouverte, et l'intégration donc de ce cercle un peu fermé, elle se fait sur le principe d'assimilation. Le principe d'assimilation, ça veut dire quoi? Grosso modo, ça veut dire, pour vivre ensemble, soyons les mêmes. Ou en tout cas, le plus possible. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et tu ne trouves pas que ça a évolué, ça? Non. Par rapport à Harry à Tours, il y a quelques années, ça n'a pas évolué. On est encore dans ce principe d'assimilation. Oui, on est encore dans ce principe d'assimilation dans la mesure où, parce que tout ça a créé, je crois, dans la psychologie française, une forme de résistance, de réticence au changement, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de peur. Les gens qui pensent que la France est plus raciste que d'autres pays, non, elle n'est pas plus raciste que d'autres pays. La France, elle est peut-être plus peureuse que beaucoup de pays. La France et la mondialisation, c'est quelque chose de compliqué, parce que la France, c'est un pays qui s'est construit sur un creuset et qui, à une époque, a figé tout ça. Parce que c'est vrai qu'à une époque, il fallait créer d'abord un royaume de France, en partant de province. Donc il a fallu un peu écraser les langues régionales, il a fallu faire taire des différences, il a fallu centraliser. Donc on est une nation qui s'est créée sur une forme effectivement d'assimilation, de centralisation très forte. Ça a été utile à un certain moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un handicap plus qu'un avantage. Et il faut s'en rendre compte. Et je pense que les réflexes un peu de crainte et de peur que dont a hérité le peuple français de façon générale et de façon collective, que ce soit la peur par rapport à des réformes. Moi, je suis pas un pro-réforme, je suis pas en train de dire, mais tout le monde vous dit, et les politiques le disent depuis des décennies, que faire une réforme en France, c'est un truc compliqué, parce que la nouveauté, elle fait peur. La nouveauté... Et donc l'état d'esprit aussi, le nouveau, ça fait peur. C'est ça. Ça fait peur. Il faut rassurer. Les Zidane, les Noah, les Omar Sy,
tous les mecs qui représentent, et des femmes aussi, mais plus des hommes, c'est vrai, qui représentent la diversité, ils ont été les chouchous des Français. Ils ont été les Français préférés des Français. Mais ils l'ont été parce qu'ils ont rassuré. Donc c'est pas une question de racisme, c'est juste une question d'a priori. Et une fois que l'a priori est levé, mais ils vous portent au nu et tout se passe super bien. Et moi-même j'en ai été l'exemple puisque j'ai été un des journalistes préférés des Français, alors que j'ai la peau noire et que donc il y a pas un racisme très ancré en France. Il y a juste une appréhension. Ouais, mais ça passe toujours par le succès. Il y a quand même quelque chose qu'on doit corriger là-dessus. Ça passe par le succès, mais ça passe surtout par une exposition positive. Ça passe par une exposition qui va rassurer sur le fait que vous partagez les mêmes valeurs, que vous n'êtes pas différents en fait, et que vous n'allez pas amener du chaos dans des choses qui sont à peu près ordonnées. Je crois que ça passe beaucoup par là. En tout cas, c'est mon analyse. Quels sont tes prochains projets? Est-ce qu'il y a des trucs alors dans l'écriture, tu nous as parlé beaucoup d'écriture là, des lettres à ta sœur jusqu'au scénario de Fracture. Est-ce qu'il y a des prochains projets liés à l'écriture? Ouais. Il y a d'ailleurs des choses que j'ai écrites avant et que j'espère pouvoir concrétiser dans le cinéma toujours, dans la fiction toujours. J'ai un très très beau projet ambitieux de film de science-fiction d'ailleurs. Et voilà, ça fait partie de mes projets, mais j'ai aussi découvert la musique parce que à côté du film, on a fait un album et j'ai adoré bosser en musique. J'ai adoré alors j'ai écrit des textes de chansons, ce que je ne savais pas savoir faire. J'ai aussi participé au mixage des titres, j'ai vraiment découvert là aussi un univers, celui de la musique que j'aime beaucoup, donc voilà, ça fait des choses en plus que je vais continuer à cultiver. Très bien. Dernière question sur la voix, parce qu'on est sur un podcast aujourd'hui. Donc t'as été aussi homme de radio et la voix est quelque chose d'important. On l'a dit, t'as commencé grâce à ça. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Quel contenu voix tu te mets dans les oreilles? Est-ce c'est de la radio? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Alors ça c'est mon côté un peu old school, c'est que j'écoute peu de podcasts, mais j'écoute beaucoup la radio. D'accord. Moi je suis un auditeur, tous les matins j'écoute la radio et même en journée, dès que je monte dans ma voiture, je mets la radio, je suis très radio. Ok, très bien. Merci beaucoup Harry et pour tout ce temps passé, toutes ces réponses. Et merci à toi pour tout ce temps passé et toutes ces questions. Non, ouais, c'était très chouette. Ouais, merci chouette, beaucoup. Merci. À très bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Harry. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre fiction Noises, une anthologie où le son est au cœur de toutes les intrigues.